Est-ce que tu savais que Netflix a envoyé des films porno chinois à ses clients? On est en septembre 98, juste quelques mois après son lancement, et Netflix veut se développer. Mitch Lowe, l'un des membres fondateurs, a l'idée de proposer un DVD du témoignage du président Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. C'était un scandale sexuel qui avait défrayé la chronique dans les années 90. Magnanime, Netflix délègue la production, et pour aller encore plus vite, il décide de ne pas mettre d'étiquette. Très mauvaise idée. Le fabricant les mélange avec des films porno chinois qu'il produisait pour un autre client. Personne ne réalise l'erreur avant que des clients ne se plaignent. Normal quoi, quand t'es pas préparé, un bon film de boule chinois, ça peut mal passer. Évidemment, Netflix réagit vite, envoie un email à tous ses clients, s'excuse et propose de renvoyer le bon DVD. Cette anecdote, ce n'est qu'un exemple de tout ce qu'a vécu Netflix pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Que serait une soirée sans Netflix? Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, une intro iconique que tout le monde connaît. On enchaîne les épisodes jusqu'à s'endormir. Mais est-ce que tu connais vraiment l'histoire qui se cache derrière ce site de streaming? Car oui, il y en a eu du chemin avant de ressembler à ça. Tout a commencé avec une cassette vidéo en retard et une amende de $40. Extrait. And I thought, oh great, now I'm kind of compromising the integrity of my marriage over this late fee. So of course I did tell her about it, but it made me think I can't be the only one who is struggling with this late fee thing, and just started me thinking about the internet and DVDs and how something could work without late fees. Une petite graine vient d'être plantée dans l'esprit de Reed Hastings. Il est le matheux du duo. Diplômé en intelligence artificielle à Stanford, il est à la tête de Pure Software qu'il va bientôt vendre près de 75 millions de dollars. C'est lui qui apporte le capital de départ pour créer Netflix, 2,5 millions de dollars à l'époque. Mais bien plus que l'argent, ce qu'il va apporter, c'est une vision. 10, 12 years ago when we started Netflix, you know, the internet was still AOL dial-up, but we realized, wow, networks are just going to grow. And you know what's going to happen? All video is going to become click and watch internet video. Et il n'est pas seul dans cette aventure, il s'associe rapidement à Mark Randolph, c'est le marketeur du duo. Il a lancé 6 startups, cofondé un magazine et accompagne des centaines d'entrepreneurs. Comment se sont-ils rencontrés? En faisant du de covoiturage. Durant ces trajets en voiture, ils brainstorment tous les deux, ils testent des idées jusqu'à celle qui va tout changer. Envoyer des DVD par la poste. Mais encore faut-il que ça soit possible. Parce que oui, aujourd'hui ça semble facile, on envoie tout et n'importe quoi par la poste. Mais à l'époque, on envoie seulement des courriers et quelques colis. La livraison depuis un magasin n'existe pas et le e-commerce en est à ses débuts. Alors à l'époque, pour regarder un film de son choix, il faut se déplacer au vidéo store et prier pour qu'il ne soit pas déjà pris. Une fois trouvé, on le loue, on retourne chez soi et on met la cassette VHS dans le magnétoscope. Oui, ça date, je sais. Et puis enfin, une fois que tu as terminé, tu retournes en magasin pour le rendre, sinon tu vas devoir payer une caution. Et je sais, c'est pile à ce moment-là que je perds toutes les personnes qui sont nées après 2000 et qui n'ont pas connu ces petits plaisirs. Enfin bref, c'est long. Ça prend du temps, c'est pas pratique et l'expérience client, elle est dégueulasse. Mais revenons donc à cette fameuse idée de Reed et son acolyte. Et si on envoyait les films par la poste? Là, tout de suite, tu dois te dire, ok, ça va, il n'y a rien de révolutionnaire. On est ok, mais il fallait tout de même y penser et surtout l'exécuter. Et d'ailleurs, pour en avoir le cœur net, ils décident tous les deux de tester cette idée. One of the used record stores in downtown Santa Cruz and went in and bought a used music CD, and then went 2 doors down to a stationery store and bought a little envelope, the kind of envelope that you would use to mail a greeting card in, and put the CD in the envelope, addressed it to Reed's house in Santa Cruz. I think it was the very next morning, and Reed comes to pick me up, and he didn't even need to say anything. He just kind of handed me this envelope with an unbroken CD in it that had gotten from the Santa Cruz post office to his house in just one day. And I think that was the very moment when Reed and I said, this just might work. Et ça marche de ouf. Ils viennent de prouver que leur idée fonctionne. Mais de base, un CD-ROM c'est fait pour enregistrer de la musique, ni plus ni moins. Alors comment faire pour y enregistrer un film avec des images? Ils se tournent alors vers une technologie qui en est encore à ses tout débuts. Read about a technology that was being test marketed in San Francisco and some other cities called the DVD. And the DVD was this small, light, thin medium for movies. And we were going, that's really kind of interesting. Et c'est comme ça qu'est né Netflix. Un service de location de DVD sans boutique, juste avec des boîtes aux lettres. Netflix est donc fondé le 29 août 1997. Et 6 mois après ça, ils lancent leur site internet, tu vas voir, ça pique les yeux. 925 titres disponibles. Et en plus de la location, ils proposent désormais d'acheter des films. Le prix, $6. Et en parallèle,
Pure Software, la boîte de Reed, est en train d'être achetée. C'est le moment de faire un all-in sur ce nouveau projet. Et avec donc une grande mission, rendre le cinéma accessible directement dans nos maisons. Et devine quoi, au bout d'1 an, ils atteignent le premier million de dollars annuel. So that first summer was actually pretty good. We were actually starting to get business. We were starting to get traction. And I think it was sometime at the end of that first summer that we had our first $100,000 month. Le problème, c'est qu'ils dépensent sans compter pour attirer de nouveaux clients. L'acquisition leur coûte horriblement cher et ils perdent donc de l'oseille, beaucoup d'oseille, et ils sont donc obligés de lever de l'argent pour poursuivre leur stratégie d'acquisition. Et là, on parle de dizaines de millions de dollars à chaque fois. Mais à ce moment-là, c'est un peu la norme dans les startups internet. Sauf qu'en 2000, ils sont à plus de 50 millions de dollars de pertes. C'est juste colossal. Parce que malgré la vision, malgré l'innovation, Netflix est au bord du gouffre. Alors, comment vont-ils réussir à devenir l'icône mondiale du streaming que l'on connaît aujourd'hui? There comes a point, even when you're testing exhaustively, that you begin to run out of time and you begin to run out of money. And we were getting to the end of the rope, and we still had 3 big things that we wanted to try. So one thing we had noticed was we have this huge warehouse and it's full of DVDs. Maybe we could store them at the customers' houses. Maybe they just keep them, and then when they're ready for another one, they mail it back and we'll give them another one. That could be kind of interesting. And we have another idea. Right now, when someone mails one back, they've got to come back to the website and pick their next movie. Well, that's pretty awkward. No one does that. So how about if we have them make a list of all the movies they want, and then we know when a movie comes back, we'll send the top one on the list. We'll call that the queue. And we say, but why does it have to be a la carte? Maybe we just set up some program where you can do it as often as you want, these exchanges, and we'll charge you a monthly subscription fee. Et c'est comme ça qu'ils sont passés d'un modèle où ils louaient à l'unité à un modèle d'abonnement mensuel. Et ça, à l'époque, c'était plutôt radical comme décision. 4 films à la fois, 17,99$ par mois, mais surtout, plus aucun de frais de retard. Les fameuses cautions que tu devais payer si tu rendais pas le film à temps. C'est un concept qui ne paie pas de mine, mais qui peut tout changer. Et ça marche. Les locations triplent dès les 6 premiers mois. Netflix vient de créer l'offre que tout le monde attendait. Reed Hastings envoie un message clair au monde. Regardez ce que vous voulez, gardez-le aussi longtemps que vous voulez, pour seulement 17,99$ par mois. C'est hyper novateur en vrai et personne n'a jamais vu ça. Mais il y a quand même un défi. Comment faire en sorte que chaque utilisateur trouve le bon film au bon moment? Il crée alors l'un des tout premiers algorithmes de recommandation et il l'appelle Cinematch. Netflix devient alors ton conseiller. Je te laisse imaginer le succès d'une telle nouveauté. Mais tout cet engouement ne suffit pas. Entre les dépenses et la récession, ils prennent un peu la foudre. Ils sont grave à court de liquidité. Et malheureusement, ils n'ont qu'une seule option à ce moment-là, se vendre au mastodonte de la location de films, Blockbuster. À ce moment-là, Blockbuster, c'est 7700 magasins et près de 5 milliards de revenus. And now Blockbuster was in a very, very different place. We were about to do 30 million, they were about to do 6 billion. Une machine bien huilée. Mais Reed Hastings le sait. Le futur n'est pas dans les magasins, il est dans les boîtes aux lettres. Alors, il propose une alliance. Netflix deviendrait le service en ligne officiel de Blockbuster. Leur proposition, leur céder 49% de la boîte. We all get around the table and we talk and we kind of make our pitch to them. We think there is great synergy here. We could run your online business. You'd run the stores. This would be a great combination. But they finally said, so what do you think we should pay for you? And I remember Reed kind of screwing up his courage. But he goes like, $50 million. I'm sure my memory's playing tricks, but I swear they were all kind of doing that little holding a laugh in. They found that so ridiculous. Et du coup, Blockbuster refuse. Ils en ont rien à foutre. Ils préfèrent que Netflix meure. À côté de ça, ils tentent une introduction en bourse. Ça leur permettrait de réaliser une levée de fonds conséquente et peut-être de sauver Netflix. Mais le destin n'est vraiment pas avec eux. On est en l'an 2000 et la bulle internet explose, annulant au passage leur deal. Bon là, je te cache pas que c'est un peu la merde. C'est une lente descente aux enfers qui s'annonce pour Netflix. Ils doivent licencier près de 40% de leurs équipes pendant près de 7 ans. Ouais, c'est long 7 ans. Netflix va devoir se battre corps et âme pour survivre, accumulant des petites victoires les unes après les autres, comme l'introduction en bourse qui aboutira finalement en 2002 ou le premier million d'abonnés atteint en 2003. Mais avec le départ la même année de Mark Randolph, tu te rappelles, le deuxième cofondateur, cela ne présage rien de bon pour 2004 et c'est ce qui se passe. L'action Netflix est en chute libre et Blockbuster, qui les a finalement copiés, les espionne jusque dans leurs entrepôts. Blockbuster had sent people in to look at our facility and see what we did. And we did the same thing. Mais loin de se laisser impressionner, Netflix leur livre une guerre sans merci. Et surtout, ils
continuent d'innover. En avril 2004, ils annoncent se lancer dans la vidéo à la demande numérique, alors qu'à l'époque, le DVD règne encore en maître. Le streaming, c'est une idée encore un peu floue. Et pourtant... Ce qu'aucun spectateur ne sait encore, c'est que cette idée va amorcer une véritable révolution. Parce que ce n'est qu'en 2007 que Netflix appuiera sur le bouton. 3 ans à affûter ses armes, 3 ans de silence stratégique. Mais pourquoi attendre 3 ans? Et surtout, qu'est-ce que Netflix prépare réellement dans l'ombre? Ils appellent ça la période Netflix as Syndicator. En clair, adapter l'ancien modèle télé à Internet. Pour la première fois, ce n'est plus la télé qui décide quand et comment vous regardez. C'est vous. 1000 films disponibles instantanément sur votre ordinateur. C'est la naissance du Netflix tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça ne fait que commencer. Parce que le vrai défi, ce n'est pas la technologie, c'est vraiment le contenu. Les droits de diffusion appartiennent à l'époque aux chaînes câblées. Mais Netflix est malin. Et en 2008, il signe un deal ultra stratégique avec Starz. Tu ne les connais probablement pas, mais il s'agit d'une très grosse chaîne de télévision américaine. Avec leurs séries originales, ils font notamment concurrence à HBO, c'est pour te dire. C'est notamment eux qui sont derrière la série American God. Et là, les studios commencent à réaliser. Netflix peut faire revivre un vieux catalogue, mais aussi donner un coup de boost aux nouvelles séries. L'exemple le plus frappant, c'est Breaking Bad. Sur Arte, en France par exemple, ça fait des chiffres modestes, mais sur Netflix, c'est l'explosion. Moi, pour l'anecdote, c'est pour mater la saison 2 de Breaking Bad que je m'abonne à Netflix il y a un peu plus de 10 ans, à l'époque où ça coûtait seulement 6 balles par mois. Mais bref, revenons à notre histoire. Les spectateurs s'abonnent donc à Netflix et rattrapent les saisons en retard. L'expression binge-watching rentre dans le langage courant. C'est vraiment là que Netflix cesse d'être juste une plateforme, il devient un véritable accélérateur culturel. Cette alliance va notamment signer la fin du mastodonte Blockbuster qui avait refusé de les racheter plusieurs années auparavant. We're not against Blockbuster, they're all nice people, but our goal is to offer a better service that consumers prefer us to them. And then eventually that does result in them closing. Même si Netflix est de plus en plus apprécié des cinéphiles, les choses sont quand même loin d'être simples. Leur succès a attiré l'attention des plus grandes chaînes américaines. Et résultat, ils ne sont plus seuls sur le terrain. Hulu débarque, propulsé par NBC et Fox. Amazon entre dans la danse avec Instant Video. La guerre du streaming a commencé. C'est le moment où il faut faire les bons choix pour rester leader. Tout l'inverse de ce qu'a fait Netflix. Nous sommes à l'époque en 2011 et Reed Hastings annonce: on sépare les DVD et le streaming. 2 abonnements, 2 sites, 2 factures et un seul nom, Quickster. Un échec cuisant. Le concept est ultra critiqué et côté client, c'est l'hécatombe. Netflix subscribers are fleeing en masse. More than 800,000 customers canceled their service last quarter. L'action chute même de 298 à 69 $. 77% de capitalisation boursière envolée en seulement 3 mois. Tout ça pour une décision de merde. Face à cette réaction du public, les fondateurs réagissent vite et s'excusent avec une vidéo. We're making this video today to apologize in person. Mais rien n'y fait. Même leurs excuses sont parodiées par la télévision américaine. Mais Hastings ne lâche rien. Il encaisse et surtout, il prend une décision. Netflix pushing the rewind button today. The company coming out with a big flip-flop saying that Quickster is dead and that the DVD and streaming services are back under one umbrella. Now the reason for the reversal is simple. Customers just didn't like it. Ils abandonnent Quickster définitivement. Ok, c'est un fiasco, ça a été une stratégie adoptée trop vite et trop franchement, et ça, Hastings le sait. Il a échoué, mais il continue de se battre. Avec ses divers partenariats, il comprend que le nerf de la guerre, ce n'est pas juste le format, c'est vraiment le contenu, et surtout, le contenu original. Et oui, fini d'être un simple distributeur, Netflix veut désormais devenir créateur. Et ça commence par une simple intuition. Les droits de diffusion vont coûter de plus en plus cher, alors pourquoi ne pas produire leur propre série? Dès 2012, ils font un premier test avec Lilyhammer. Tu t'en rappelles certainement, c'est l'histoire d'un ancien parrain de la mafia italienne de New York qui entre dans un programme de protection des témoins et demande à être transféré à Lilyhammer en Norvège. Mais Netflix ne s'arrête pas là. Il commence à enchaîner les projets et en mars 2011, Ted Sarandos, le célèbre patron du contenu chez Netflix, repère un projet assez risqué qui s'appelle House of Cards. Netflix ne commande pas un pilote, non, il commande 2 saisons d'un coup pour 100 millions $. C'est un pari risqué, ultra risqué même. Mais Reed Hastings mise sa boîte sur un coup de poker. Mais loin d'être une folie, c'est tout de même un savant calcul parce que Netflix le sait, grâce à ces données, que ses abonnés adorent la version britannique de House of Cards. Ils regardent les films de David Fincher, qui est le réalisateur de la série, et ils kiffent de ouf Kevin Spacey, qui sera l'acteur principal. House of Cards sort donc en février 2013, et bingo, c'est le carton du siècle. Première série 100% online à recevoir une nomination aux Emmy Awards.
et elle en remporte même un. Netflix n'est plus un simple catalogue, il est devenu un vrai studio. Le succès leur donne des ailes et très vite d'autres séries originales voient le jour. Orange is the New Black en 2013, applaudi pour sa diversité, rafle 3 Emmy la même année. Dans la foulée, Stranger Things devient un phénomène planétaire. Netflix se transforme en véritable machine à création de contenu. En 2017, ils ont déjà près de 600 heures de contenu original. Leur but, c'est que la moitié du catalogue soit 100% maison. Car à coût égal, les séries maison sont plus vues que celles achetées. Et elles renforcent surtout l'identité Netflix. Même Adam Sandler signe un deal à 200 millions de dollars pour 4 films exclusifs. Netflix veut véritablement conquérir le monde. Et pour ça, il faut parler toutes les langues. Donc ils commencent par le Canada, puis l'Amérique latine, le Royaume-Uni et l'Europe. En 2016, ils sont déjà présents dans 190 pays et dans 21 langues. Mais au-delà de simplement traduire les films, il faut raconter les histoires du monde. Et c'est ce qu'ils font. The Crown, pour l'Angleterre, sacré au Golden Globe. Marseille, première série dramatique française de Netflix avec Gérard Depardieu. Et plein d'autres suivront comme Narcos, Marco Polo, La Casa de Papel ou l'explosion mondiale de Squid Game. Et ce n'est qu'un début. Certaines séries font même plus de vues à l'international que dans leur propre pays. Fin 2016, ils se rapprochent des 100 millions d'abonnés. 2017, Netflix dépasse même le câble américain. C'est plus qu'un cap, c'est un symbole. Netflix est devenu le plus grand fournisseur de divertissement au monde. Mais plus on grandit, plus les ennemis approchent. À l'aube de son 20e anniversaire, Netflix a créé un empire, mais il n'est pas seul, enfin du moins il n'est plus seul. D'autres géants se dressent comme lui, comme Amazon ou Hulu. Et un petit nouveau qui entre en scène en pleine crise du Covid, Disney+. Ils leur volent notamment les grands classiques de Marvel, Pixar et Star Wars. Des titres qui attirent des millions de spectateurs. Netflix les perd tous. Car oui, c'est une véritable guerre du streaming qui a lieu. Et pour la première fois, Netflix commence à perdre pied. Ils ne sont plus les leaders à contester. Mais bon, ils n'ont jamais compté sur la stabilité. Et leur force, c'est vraiment l'adaptation. Ils ont quand même inventé le binge-watching. Ils ont concurrencé la télévision et ils nous ont permis de ne plus attendre une semaine pour voir la suite de nos séries. Ils ont imposé une nouvelle manière de consommer, instantanée. Et maintenant, c'est le bon moment pour se réinventer. Et quoi de mieux que de partir à la conquête d'un nouveau terrain de jeu. C'est comme ça qu'en 2021, Netflix se lance dans les jeux vidéo. Puis en 2023, ils expérimentent le streaming en direct avec un show de Chris Rock. Je te rappelle, c'est celui qui a pris une baffe par Will Smith. Ils ne suivent pas le marché, ils le redéfinissent à chaque fois. Mais ce qui propulse Netflix, c'est son trésor le plus précieux, les données. Ils connaissent nos habitudes, ils connaissent nos goûts, nos rythmes. Ils s'en servent pour orienter leur choix de production. Aucune série n'est imaginée à l'aveugle. Chacune d'entre elles est pensée de façon chirurgicale. Résultat, en 2017, Netflix représente à lui seul 35% du trafic internet mondial. Ça représente plus de 125 millions d'heures de vidéos chaque jour. Ils continuent de persévérer sur ce qui les a rendus célèbres, les histoires. Et d'ailleurs, en 2018, ils rachètent Milla World, l'éditeur de comics à l'origine de Kick-Ass ou de Kingsman. Ils ne veulent plus seulement diffuser, ils veulent posséder les IP. Les IP, c'est les propriétés intellectuelles. Ils ne veulent plus jamais dépendre de personne. Et la suite, elle pourrait bien ne plus se jouer uniquement sur nos écrans, mais partout ailleurs, dans nos poches et dans les jeux. On va pas se mentir, Netflix a vraiment changé le monde. Pas juste le monde du divertissement, mais le monde tout court. Ils ont transformé notre rapport au temps, à la télévision. Ils ont transformé un simple clic en habitude et un élément du quotidien. Mais derrière ce succès monumental se cachent des secousses et des fissures. Netflix, c'est certes une pluie de récompenses. Emmy Award, Oscar, Golden Globe. Depuis 2006, ils enchaînent les nominations. En 2019, 4 Oscars, 2023, 6. Ils deviennent même la première plateforme à rivaliser avec les studios historiques d'Hollywood. Mais Netflix, c'est aussi un lot de critiques. L'échec de Quickstore fut un avertissement. Les hausses des prix, un rappel brutal. L'abonné peut partir aussi vite qu'il n'est arrivé. Et aujourd'hui, la concurrence a changé de visage. Ce ne sont plus seulement Disney+, HBO ou Prime Video, mais aussi TikTok, YouTube, Twitch, Fortnite. Netflix n'est plus en guerre contre des chaînes, ils sont en guerre contre notre attention, pour notre attention. Et dans cette guerre, TikTok a une arme redoutable, la vitesse, le format court et l'addiction algorithmique. Pendant ce temps, Netflix est accusé d'avoir affaibli le cinéma traditionnel. Les films sortent en ligne, les salles se vident, certains y voient une perte culturelle très importante, d'autres une évolution inévitable. Mais ce que Netflix a apporté, c'est aussi une ouverture mondiale. Ils offrent de véritables vitrines mondiales à des histoires locales et de plus petites productions. Netflix, c'est une chose. Tant que les gens aimeront se divertir, il y aura une place pour eux. The fundamentally important thing about this business was provide entertainment that people love. If you can just keep on doing that, as long as people like consuming entertainment, there's going to be a place for a company like Netflix. Mais cette place, elle doit être réinventée encore et encore.
Car le vrai danger, ce n'est pas tant la concurrence, c'est d'arrêter d'innover. Et si l'histoire de Netflix ne faisait que commencer. Si ça te chauffe de découvrir de nouvelles histoires business, abonne-toi et indique-le moi en commentaire. Tu peux également consulter nos 2 précédentes vidéos avec les histoires de Pixar et PlayStation. Merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Abonne-toi et lâche un like. Allez, ciao!